Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous donner un petit peu le meilleur de l'actualité de cette fin de semaine et de ce début de semaine également. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver nos amis du dimanche, en l'occurrence donc Agnès Rir, notre nutrithérapeute, voilà j'y arrive, qui va débuter ce magazine avec une page santé consacrée aux défenses immunitaires à travers les fruits, les agrumes et autres fruits bien sûr. Alors après Agnès, nous retrouverons Yazid Ait Mahiddin pour l'interview de la matinale ou l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il aura pour invité M. Lakhdar Ghars, conseiller du Wali d'Alger, pour parler d'un projet, celui du plan d'action pour le développement et la modernisation de la capitale. Et puis dans cette matinale, nous aurons le plaisir d'ouvrir une page culturelle avec notre amie Samira Hadjamar qui, elle, s'est intéressée à la ville de Constantine, mais dans son volet antique. Et oui, on va visiter un site fabuleux, unique en son genre, le site de Tidis, qui fait partie de cette wilaya. Fella Ben Nour dans Djalia des Aides, donc qui reçoit cette rubrique qui reçoit donc les Algériens et algériennes vivant à l'étranger. Aujourd'hui, Fella Ben Nour s'intéresse à un invité qui a de multiples facettes, mais notamment celle d'un expert en technologie et en aéronautique. Il s'agit de Hadi Benazi. Et puis, ce matin, nous parlerons aussi d'histoire avec Hassan Arab, qui revient sur l'impact du 11 décembre 1960, cette manifestation qui, elle, a permis que les regards soient rivés vers l'Algérie, donc en un temps où la colonisation sévissait énormément dans cette partie du monde. Et bien sûr, ça a servi de leçon pour les autres nations à travers une résolution, la 1514 en l'occurrence, dont on parle beaucoup à cause justement du conflit, ou plutôt de la crise en Palestine. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous avons toujours un invité d'honneur et gros plan justement sur une start-up ce matin, créée par des étudiants essentiellement, donc notamment le Malien Sissoko Moussa, donc, et puis l'Algérienne Ryan Djeribiaï, donc qui sont fondateurs de la start-up Codencoso, donc qui s'intéresse de très près au domaine médical afin de valoriser la destination Algérie dans ce domaine particulier. Et nous verrons bien sûr le détail avec eux par rapport à ce projet classé ou labellisé projet novateur. Alors tout de suite, sans plus tarder, je vous invite comme d'accoutumé à découvrir d'abord les nouvelles du ciel. Elles seront données par Amel Laribi avant de retrouver nos invités et chroniqueurs de cette matinale. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, ça peut aller. Tu as passé un bon week-end? Ouais, ça va, ça va. C'est formidable. Ouais. Voilà, le soleil est présent sur Alger. Je ne sais pas ce qu'il en est du reste du pays. Alors allez-y, dites-le nous. Alors, bonjour Nadia, bonjour à tous. Eh bien, c'est le retour du soleil sur une grande partie des régions nord, qu'on peut le voir sur la carte. Et Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre, mais quelques passages nuageux près des côtes est avec possibilité de quelques pluies, mais résiduelles durant la matinée. Vers les régions des hauts plateaux et l'intérieur, eh bien, on aura de la brume en ce début de matinée qui vont se dissiper, laissant place à un beau soleil. La moitié sud, eh bien, excepté des passages nuageux vers le sud-ouest qui vont donner mais quelques pluies par endroits vers le Bécharoua et des pluies sous forme d'averses du côté de Tindouf. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter des salons de sable du côté du Sahara central, le nord du Sahara oriental et l'extrême sud. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un minimum de 10 degrés seulement à Al-Biyad, 11 Djelfa, Sétif, Constantine, 14 degrés à Batna, Galma, Tiaret, 15 degrés à Tizi Ouzou, 17 à Alger, Oran et à Naba, 19 à Tlemcen. Au sud, eh
eh bien, on relèvera 17 degrés le minimum du côté de Biskra, Gardaïa, 18 à Béchar, 21 Tindouf, 23 Adrar, Insalah, également Timimoun, 22 Ilizi, également Taman Rasset, et enfin 25 à 26 degrés de Ingezem vers Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes est, peu agitée sur les côtes centre, mais plutôt calme sur les côtes ouest, avec des vents faibles, 10 à 30 km/h. Sur les côtes ouest et centre, les vents seront variables sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes centre, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur ouest également. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord où le temps sera plutôt bien ensoleillé à Montréal, New York, Washington, peu nuageux à Miami ainsi qu'à Dallas et partiellement envalé en Californie, quelques pluies éparses, parfois orageuses à Mexico, un temps nuageux accompagné de pluie vers Vancouver. Le mercure, quant à lui, affichera un minimum de moins 12 degrés à Montréal, moins de New York, moins 1 du côté de Washington, 9 à Vancouver, 16 à Dallas, 18 à Mexico, 20 degrés en Californie et le maximum cette fois-ci à Miami avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel. C'est moi. Passez une excellente journée, Merci, vous aussi. Radia. Et puis sans plus tarder, on va retrouver l'invité de la matinale avec Yazid Aït Mahiddine dans un instant après ceci.
Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Donc, les images que vous venez de découvrir à l'instant, ces arbres majestueux et ces compositions d'une grande beauté font partie de ce poumon d'Alger, ce joyau d'Alger qu'on appelle le jardin d'essai du Hama. Alors aujourd'hui, justement, il est question de valorisation de la capitale, de modernisation de cette belle capitale, Alger en l'occurrence. Et ce sera avec l'invité de la matinale, interviewé ce matin par Yazid Ait Mahiddine. Bonjour Yazid. Bonjour Radia. Ravi de te revoir, ainsi que ton invité ce matin. Bonjour Radia, puisqu'on va parler d'Alger, de la Kasbah d'Alger, de la ville de Sidi Abdelrahman, nous avons avec nous Monsieur Gers, conseiller du Wali d'Alger. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Donc nous allons parler aujourd'hui de cette vision stratégique pour le développement et la modernisation de la capitale suite à cette présentation que le président de la République Abdelmajid Tebboune a assisté donc la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le topo sur ces projets pharaoniques qui vont toucher la capitale, notamment les projets qui ont été déjà concrétisés? Merci à vous. La vision de développement et de modernisation de la capitale, elle s'appuie sur 4 thématiques. Donc le plan blanc qui traite de la réhabilitation du bâti, y compris la Kasbah. Donc le plan bleu qui consiste à rétablir la liaison ombilicale qui liait la ville à la mer. Le plan vert qui consiste à restaurer les équilibres écologiques. Et le plan jaune qui traite de la mobilité et des déplacements. Donc commençons par le plan bleu, notamment ces projets qui ont été concrétisés, notamment la promenade de la Sablette et puis la pêcherie. Oui, effectivement, il y a pas mal de projets qui ont été déjà réalisés. Donc vous aviez bien cité Sablette. Donc il reste quelques petits travaux d'aménagement. On a aussi tout l'aménagement de la partie de Bab el Oued entre le stade Farhani et l'Amirauté, donc Qassour, El Ketani. Donc il y a eu l'aménagement du boulevard Mira, la réalisation de piscines artificielles, les protections maritimes pour protéger contre les franchissements de la houle. J'ai déjà piqué une tête. Hein. Voilà. Et donc ça nous a permis de gagner à peu près 16 hectares sur la mer, qu'on a consacré aux aménagements en surface, des lieux de villégiature, de sport, d'activités culturelles, etc. En parlant du plan bleu, il y a aussi ce projet d'aquarium, cet aquarium qui va être parmi les plus grands aquariums de la Méditerranée. Oui, dans notre programme, il y avait aussi la réalisation d'un aquarium, mais vous avez entendu Monsieur le Président de la République qui nous a instruit de réaliser un aquarium qui soit digne de la capitale et qui puisse rayonner sur le bassin méditerranéen et africain. Donc on va engager les procédures réglementaires pour lancer ce projet. Par rapport à la Kasbah, Al-Mahrousa, la ville de Sidi Abdelrahman, il y a beaucoup de projets qui ont été concrétisés, notamment du côté de la citadelle, mais il reste encore des projets à concrétiser à la Kasbah, mais un problème épineux qui se pose, celui de la propriété des sites qui appartiennent aux particuliers. Oui, effectivement, pour la Kasbah, il y a pas mal de projets qui ont été réalisés et livrés, donc tout ce qui est les anciens palais, les mosquées ont déjà été réhabilités. Effectivement, la question épineuse, c'était les douirat, donc qui relèvent de la propriété privée, donc où on ne pouvait pas intervenir avant. Mais après la rencontre avec Monsieur le Président de la République, donc il a donné des instructions pour que l'État puisse acquérir ces biens et pour les restaurer ou réaménager. Donc il y a des études dans ce sens qui sont faites. Il y a également cette connexion entre Alger et la mer. Alger, désormais, ne tournera plus le dos à la mer, puisqu'il y aura aussi ces voûtes qui vont relier Alger avec la mer, avec la pêcherie. Enfin, il n'y a pas que les voûtes. Les voûtes, c'est un point sur l'itinéraire. Donc la liaison se fera de la basse Kasbah jusqu'à la pêcherie, donc en passant par les voûtes qui sont sous la place des Martyrs.
Donc les voûtes, on a achevé les travaux d'étanchement parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Donc les travaux d'aménagement vont être lancés dans les semaines qui viennent. Donc il y aura des aménagements où il y aura de l'artisanat, un petit théâtre pour théâtre amateur, des restaurants. En partant des voûtes, donc le grand projet qu'on a lancé récemment, c'est la réalisation d'une grande passerelle de 16 000 m² qui va relier les voûtes et le boulevard Che Guevara à la pêcherie. Donc ce sera un espace important qui pourra être utilisé pour plusieurs activités culturelles et de détente. Il y a aussi la question aujourd'hui des délais de réalisation, de l'état d'avancement, du budget. Comment ça va se passer? Enfin, pour ce qui est des délais, tout notre programme s'étale sur le premier quinquennal, donc 2025-2029. En ce qui concerne le délai, conformément aux différentes instructions données par M. le Président de la République, différentes sorties sur le territoire national, donc un intérêt particulier est accordé au délai et la maîtrise des coûts. Donc pour ce qui est des délais, M. Louali d'Alger veille personnellement à ce que les horaires, qu'on travaille en 3x8, donc en contenu 3x8, et pour certains projets où il n'est pas possible de faire 3x8, ça va être les 2x8. Donc, et à ce titre, M. Louali d'Alger fait des sorties quotidiennes pour veiller au respect de ces deux aspects importants pour la réalisation des projets. Monsieur Lakhdar Guers, conseiller du Wali d'Alger, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie et je vous remercie de nous avoir donné cette tribune pour expliquer à nos concitoyens ce qui se fait au niveau de leur capitale. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Guers, et merci à Yazid Aït Mahidine. Il est vrai que notre capitale est très belle et elle va encore être plus belle grâce à ces projets et à ces plans tracés par notre wilaya. Donc bon vent pour tous ces projets. En tout cas, parmi les projets qui font aussi rayonner cette belle capitale, Alger en l'occurrence, ce sont la création plutôt de galeries d'art qui permettent aussi d'avoir un regard sur l'artistique. Et donc, Samia Bouharoun, notre reporter, s'est intéressé à cet aspect ce matin et on va voir son reportage. De la colonne à la placette de Hydra, plusieurs galeries d'art ont égayé les lieux aux couleurs inspirantes. Galerie Halag, Soum, La Touche et autres. Ces espaces dédiés à l'art et au patrimoine ont été créés par des passionnés de ce monde magique. Nous avons surpris Yassine en train de lustrer cette pièce unique. Il est restaurateur d'œuvres d'art. La restauration تعلمتها انايا بون كي حبست القرايه تاعي في الحومه تاعنا هكذا زمان كاين ان فيو يخدم هذا تعلم مع القوار مع فوالا مع الميتي هذا اصلا تاع لا ريستوراسيون ما اكزيستيش في الجزائر ما كاش سيك كان عندي كما يقولوا الحظ نتعلم مع هذا الفيو ربي يطول عمره مازالوا فات 90 سنه مع ولادو كاع صحابي تما من الكبير للصغير انا نهار كامل معاه في لاتوليي في الدار منا الميتي هذا عجبني قلت الحاجه الاولى لان سيك من 90 لهنا وانا في الدومين تاع لونتيكيتي ما بلي يجي قديم سوا 18 سياكل ولا هكذا كيما كان مكسر كاع فوالا نعاود نردو كيما كان. Le travail de galeriste ne se limite pas à organiser des expositions ou à vendre des toiles, il est beaucoup plus profond que cela, nous explique Ali Djerri, gérant de cette galerie d'art, récemment d'ailleurs inaugurée. Cet espace a déjà abrité 8 grandes expositions, toiles, recyclage et récup, l'art des jeunes talents et autres. Donc on compte, Inch'Allah, de toute façon développer au fur et à mesure, commençons par l'expérience, la vente dédicace, d'autres activités éventuellement. On compte ouvrir, Inch'Allah, why not, des ateliers d'apprendre la peinture pour les gosses, enfin pour tout le monde bien sûr. Moi personnellement, يعني نتمنى enfin نحلم شوية, pourquoi why not,
un jour un atelier d'écriture de scénario, un atelier, enfin, voilà, lire par exemple la lecture d'un monodrame, un monologue, etc., etc. Un espace en réalité c'est art et culture, mais c'est ça une galerie. C'est pas accroché à un tableau, tu restes comme ça, voir le, voilà. Donc, Inch'Allah, c'est pas facile, mais ça, on arrivera, Inch'Allah, c'est pas impossible, tout à fait. Oui. L'art, dans toutes ses formes, reste un langage universel qui touche l'âme avant l'œil. Longue vie à ces galeries qui respirent de l'art. Et de l'art à la santé, aucune transition, vous me direz, mais bien sûr, nous avons une sorte de transition qu'on va exploiter tout de suite. Et c'est parti. Voilà, santé et bien-être avec Agnès Reed qui vient de s'installer. Bonjour. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va. En forme? Ça va. Ben, vous n'êtes pas seule aujourd'hui, Anya. Donc, vous partagez le plateau avec notre ami. Je n'ai pas encore appris par cœur le nom de mon ami qui va nous faire le compte-rendu sportif. Maïssa, bienvenue. Bonjour. Ça va? Merci à vous. Très bien. Donc, avec vous, on va faire un petit peu un retour sur l'activité sportive du week-end. Ce qui s'est passé ce week-end, un peu l'actualité et revenir faire le point. Je vais vous demander juste d'être patiente tant que Anya nous parle de santé. De toute façon, il y a un lien très étroit entre les deux. Exactement. Sport et santé font bon. Voilà, sport et nutrithérapie font bon ménage, j'ai envie de dire. Le sport fait partie intégrale du bien-être, de la santé de façon générale, évidemment. Absolument. Aujourd'hui, on va parler de cette saison, l'hiver en l'occurrence. Donc, c'est la saison des agrumes par excellence. Et on dit souvent que les agrumes sont nos véritables boosters de l'immunité. Pas de l'humanité, mais de l'immunité, bien sûr. Et bien sûr, ça sert l'humanité quelque part. Alors, justement, Agnès, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que ce sont de véritables boosters? Qu'est-ce qu'ils contiennent qui fait que, voilà, que ce soit des boosters? Qui dit immunité, dit vitamines et nutriments qui renforcent, qui boostent le système immunitaire. Et les agrumes sont très riches en vitamine C, et c'est cette vitamine-là et les antioxydants qu'ils contiennent qui vont intervenir dans le renforcement du système immunitaire et le booster. C'est l'hiver, on sait tous qu'en hiver, en automne et en hiver, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de rhume, tous ces virus qu'on chope car on est plus fatigué, notre système immunitaire est plus affaibli, les journées sont plus courtes, on a tendance à tomber malade plus facilement. Et justement, ça tombe bien, l'hiver c'est aussi la saison des agrumes. On a aussi la chance d'être dans un pays où nous avons les meilleurs agrumes, je peux le dire. Ils sont savoureux, ils sont juteux, exactement, ils sont riches, effectivement. Très parfumés surtout, donc on a vraiment la chance d'avoir toute cette variété d'agrumes. Et c'est la saison, il faut en profiter. C'est très riche donc en vitamine C. La récolte a été excellente cette année, l'année dernière, j'ai remarqué. On a de très belles oranges, de très belles mandarines, des pamplemousses, du citron, on est vraiment servi. On trouve toutes les variétés, comme vous le dites, le pamplemousse rose notamment, qui est aussi très intéressant, nous allons le voir. Donc la vitamine C, comment elle intervient dans le renforcement du système immunitaire? Tout simplement en boostant l'activité, en aidant l'activité des macrophages, c'est-à-dire des cellules qui vont détruire les virus, les germes, on va parler de façon plus simple, qui vont détruire les germes, et elle va protéger les cellules contre les radicaux libres et toutes les toxines qui vont être libérées. Elle va aussi maintenir et booster la fabrication de collagène, qui est aussi une barrière naturelle des différents tissus contre les germes. Et surtout, il n'y a pas que la vitamine C, les agrumes contiennent des fibres. Qui dit fibres, voilà, contiennent des fibres, surtout les mandarines. Car on a les mandarines qui contiennent plus de fibres, par exemple, que le reste des agrumes. Les oranges qui contiennent plus d'eau, plus de vitamine C. Le pamplemousse, il y a aussi des différences, des petites variétés entre les agrumes qui font qu'elles sont intéressantes, chacune à sa façon. Par exemple, le pamplemousse a un effet, c'est-à-dire il a moins de calories. Donc si vous êtes en plein régime, si vous essayez de faire un petit peu attention à ce que vous prenez,
il a un très bon effet antioxydant aussi. C'est un effet antioxydant qui est plus intéressant que le reste. Le citron stimule la bile et donc il participe à la détox du foie. On en avait parlé, à la détox naturelle du foie. Donc chaque type d'agrumes a son effet et son apport dans le cadre d'une nutrition variée. Et justement, ça va nous aider, même ça contient des flavonoïdes qui vont avoir un effet antioxydant et diminuer le stress oxydatif des cellules et donc, encore une fois, renforcer notre système immunitaire. Non, c'est comment ça fonctionne. Mais savez-vous, les filles, qu'il y a un type de mandarine qui est né ici en Algérie et nulle part ailleurs dans le monde? Est-ce que vous savez ou pas? À moitié. Allez, vas-y. J'ai l'info, mais pas totalement. Donc j'avais déjà entendu ça, mais je ne suis pas totalement renseignée. Tente une réponse. Tu n'auras peut-être pas de cadeau, mais moi je serais contente. J'ai pas de réponse en particulier. Je savais juste qu'il y a eu la naissance du coup d'une variété. C'est ça, de quelque chose chez nous, voilà, mais j'avais pas les détails. Ça. Et Ania? Les clémentines. Les clémentines, tout à fait, bravo. On réfléchira à un cadeau après, Malish. D'accord. Ania, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, parlons un petit peu justement de la manière avec laquelle on va consommer, la meilleure manière de conserver toutes ces vitamines dont vous parlez et qui sont contenues dans les agrumes ou dans tous les fruits de manière générale. Les fruits de saison et surtout les agrumes, car même les grenades contiennent de la vitamine C et c'est aussi un fruit de saison, donc il faut aussi le souligner, le kiwi également et d'autres légumes aussi qui rentrent dans le cadre de la table santé en hiver. Donc pour préserver la vitamine C est une vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est assez fragile. Une fois qu'elle est diluée dans l'eau, elle est assez fragile à la chaleur, c'est-à-dire que si on veut préserver les vitamines et les nutriments des agrumes, on va devoir les consommer crus. On va devoir les consommer crus de préférence. Ça n'empêche pas qu'on peut les intégrer dans des aliments cuits comme du zeste de citron, qui contient aussi, le zeste contient des flavonoïdes aussi, qui va être par exemple consommé dans des cakes ou des confitures maison, même etc. dans des salades. Voilà, dans des salades, exactement. Le pamplemousse aussi. Voilà, même sur des plats comme le poisson, le citron, etc. Cependant... Là, je vois une image qui apparaît à l'antenne. Il me semble que c'est du thym. C'est du thym. On va en parler avec les aliments qu'on va associer avec les agrumes, toujours pour un effet de boost de nos défenses immunitaires en hiver. Et donc, pour la vitamine C, il faut justement prendre ces agrumes-là, les consommer frais, consommer le fruit en entier, car la vitamine C se dégrade rapidement. On peut prendre des jus de citron, des jus d'orange, mais il faudrait que ce soit fraîchement pressé, c'est-à-dire le consommer de suite, et surtout laisser ça plutôt pour les jours où on va avoir beaucoup d'activité, pour éviter les pics glycémiques, l'accompagner avec des fibres. Voilà. Voilà qui est dit par rapport à la manière de consommer justement ces vitamines à travers les fruits. Mais quels sont les autres aliments qu'on peut intégrer dans cette collecte de vitamine C ou de booster immunitaire? Dans l'objectif de booster nos défenses immunitaires, de les renforcer, on a des infusions qu'on peut savourer, on va dire, en hiver. Et c'est pour ça que je reviens à cette image de thym. Les tisanes, surtout le thym, spécifiquement le thym, en hiver, c'est parfait pour prévenir les infections respiratoires et ORL. On va aussi parler de quelques légumes qui sont très intéressants, comme le potiron, qui est aussi un légume de saison qui est très intéressant et très riche en fibres. Qui dit fibres dit préservation du microbiote intestinal et qui est très important pour les défenses immunitaires, notamment au long cours. C'est une des barrières immunitaires d'ailleurs, ce microbiote intestinal-là. Je rajouterai aussi d'autres aliments comme le poisson. Justement, poisson, citron, ça va bien ensemble aussi. Ah oui, ça. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des oméga 3. Voilà, il y a des oméga 3 et de la vitamine D. D'ailleurs, la vitamine D, à côté de la vitamine C, ce sont les deux vitamines qui vont le plus avoir un effet pour renforcer nos défenses immunitaires cet hiver. D'ailleurs, les pédiatres recommandent depuis quelques années, c'est quand même assez récent, de faire une cure de vitamine D chaque automne-hiver, notamment pour les enfants et même pour les adultes, car ça a un réel effet de renforcement du système immunitaire. Ça rentre dans la synthèse et l'activation des cellules immunitaires. Et ça agit aussi sur le moral.
sur, voilà, sur le psychique, sur le moral. Le zeste, déjà, le zeste de l'hormone du bonheur. Voilà, le zeste de citron, le zeste d'orange a un effet, c'est en aromathérapie d'ailleurs, ils sont très utilisés, les huiles essentielles d'écorce d'orange, etc., pour la relaxation et pour leur effet relaxant sur... Je disais tout à l'heure que les agrumes étaient juteux. Est-ce que ça a un effet hydratant aussi? On terminera sur cette dernière question. Quels sont les autres bienfaits des agrumes? Les autres bienfaits des agrumes, c'est qu'ils sont justement très riches en eau, surtout les oranges et les pamplemousses. Et ça, c'est très intéressant car en hiver, on a tendance à oublier un petit peu de s'hydrater. Et donc, prendre des fruits qui sont riches en eau, tels que même les poires d'ailleurs, mais surtout les oranges et les pamplemousses, ça va nous aider à plus boire, à mieux boire et surtout avoir avoir un apport en antioxydants qui est en même temps savoureux. Voilà, on hydrate et on exactement, tout en boostant notre système immunitaire et en le renforçant grâce à la vitamine C et aussi en accompagnant d'autres infusions comme le thym, on l'a vu, comme le gingembre aussi, qui vont avoir aussi un impact. Le curcuma, je rajouterai ça, quand on a parlé de tous ces aliments, qui vont être des alliés à côté des agrumes pour qu'on soit un petit peu plus fort contre les virus cette saison. Ania Srer, merci infiniment, merci infiniment. Et sans transition aucune, on va passer à la rubrique sportive après ceci. Arrive au sport, voilà, on disait que ça faisait du bien au corps, mais ça fait aussi du bien au moral parce que ça draine les foules dans les stades. Ou pas. Oui, ça peut ou pas. Ça dépend des matchs, ça dépend des résultats, donc ça dépend de chacun. On commence, voilà, on va déroger un peu à la tradition. D'habitude, on commence toujours par le foot. Aujourd'hui, on va parler de karaté au départ, n'est-ce pas? Le championnat du monde qui se déroule en Malaisie, qui s'est déroulé en Malaisie. Notre sélection nationale est revenue, notre sélection nationale de karaté sourd et muet est revenue avec 4 médailles, 2 médailles en or, une en bronze, et si je dis pas de bêtises, une en argent, c'est ça, deux en or, une en argent. On parlait de 4, donc c'est ça, la dernière. C'est ça, exactement. On a les images justement de nos athlètes au moment justement de la consécration et ils ont l'air très contents. Très heureux et nous sommes heureux pour eux. On est contents pour eux et on leur souhaite tout plein de réussite. Et on passe du coup au football, qui est le sport préféré des Algériens. On commence par la Ligue 1. La JS Kabylie, c'était l'affiche de la semaine qui s'est imposée et qui consolide sa place de leader actuellement avec un but de Boudebouz sur une belle passe de Harrip. Oui, on le voit là. C'est ça, comme on le voit à l'image. Et le deuxième but de Boualia. Voilà, donc c'était dans le cadre de cette 14e journée. 14e journée de la Ligue 1, exactement. Et par la suite, c'est l'USM Alger qui est parti affronter l'Entente de Sétif dans un match nul. Tout s'est bien passé pour eux jusqu'à la dernière minute où l'Entente de Sétif est revenue au score et égalise à la dernière minute. Et là, on a le plus beau but de la semaine avec le Parado AC, Benito qui inscrit une superbe reprise de volée. Pas mal. C'est ça, le plus beau but de la saison pour moi. Et le Mouloudia d'Alger cette semaine qui n'arrive toujours pas à marquer, qui n'arrive toujours pas à gagner. Un match nul face à la Sochlef, à domicile, toujours à huis clos pour le Mouloudia d'Alger. Malgré le penalty, ils n'arrivent toujours pas à décrocher. Et des belles images du public, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est ce qu'on aime dans le football, c'est ça. Des belles images du stade de la JSK. Ça rassemble, ça apporte de la joie quand même. Exactement. Sinon, les autres clubs de Ligue 1, ce sont les autres résultats de la Ligue 1. Bien sûr, on donne les résultats. C'est ça, exactement. Pardon, je regarde. C'est ça, je vérifie mes notes. On va y arriver. Exactement. Le CS Constantine qui a fait match nul face à la JS Saoura, malgré le but inscrit. Il y a eu un petit quiproquo, donc ça s'est mal terminé pour eux. Et le Bayed qui a fait match nul contre Khenchla aussi. Et non, pardon, je
je rectifie. Al Bayed qui a gagné contre l'Olympique Arbou. Très bien. Et le match nul, c'est du côté de Khenchela face à Biskra. Et le match qui nous manque aujourd'hui, c'était le CR Belouizdad face au Mouloudia d'Oran. Un match reporté dû au match prévu ce soir du CR Belouizdad face au Ahli, le tenant du titre. Un match qui sera compliqué pour le CR Belouizdad. Oui, parce qu'on est dans le cadre, des Champions League africaines. C'est ça, de la Champions League africaine. Nos représentants ce soir, c'est le CRB. C'est ça, exactement. Joueront contre l'Ahli. Bonne chance au CRB. On espère pour eux que ça va bien se passer. Et voilà. Et on espère que les gradins seront pleins de drapeaux algériens quand même. On espère, même si c'est en Égypte, on espère quand même que nos supporters feront le déplacement. Enfin, ils sont connus pour ça, donc on s'attend quand même à avoir du monde. Voilà, en régie, on nous propose de revoir les beaux buts dont vous parliez à l'instant. Donc voilà, on est en train de les revoir, on parlait en même temps. C'est ça, exactement, j'ai pas eu le temps de les revoir. C'est ça, exactement, moi non plus, je pouvais pas les concentrer sur les revoir. Allez, rien que pour vous, allez. Merci. Ça y est, une dernière fois. Ça, c'était le beau but du Parado AC qui est pour l'instant le plus beau but de la saison. Il inscrit une superbe reprise de volée et donne l'avantage à son équipe. Il s'allonge avec beaucoup d'assurance après avoir envoyé sa balle. Et son équipe prend les devants malgré qu'ils font un début de saison compliqué. Mais depuis l'arrivée du nouveau coach, depuis l'arrivée de Diéré, ils arrivent à revenir dans la compétition et à se battre pour le maintien et rester parmi nous. Voilà, les dés sont jetés, mais rien n'est encore acquis dans un championnat. C'est ça. Et on leur souhaite toute la chance, ainsi que tous les clubs qui participent à la Ligue. À la Ligue algérienne, c'est ça. On espère pour eux toute la réussite. Merci beaucoup pour ce round-up. Donc on est au courant maintenant pour ceux qui relèvent du football, mais également pour ces jeunes champions qui reviennent victorieux de Malaisie, donc nos athlètes dans le domaine justement particulier du karaté. Alors merci infiniment pour tout ceci, et puis tout de suite, rien que pour vous mesdames, messieurs, merci Ania. Merci. Excellente journée. Et tout de suite, sans plus tarder, une
notre studio, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, nous allons retrouver Fella Benour dans Djalia des aides après ceci. Bonjour, bonjour Fella. Bonjour Nadia, ça va? Beaucoup de punch avec le groupe de Day, hein. Ah oui, sympa. Ça pour le moins. Ça a dû vraiment, bien sûr, te permettre de bien accueillir ton invité ce matin. Merci Nadia. Bonjour à tous. Bonjour dans ce rendez-vous hebdomadaire de Djalia.dz. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui, de recevoir un Algérien qui nous vient de Londres avec plusieurs casquettes. Écrivain, spécialiste en technologie des finances et en aéronautique. Bonjour, Monsieur Adib Benazi. Bonjour Fella, bonjour. Comment ça va? Très très bien, merci. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'Algérie? Toujours ravi, toujours ravi. De toute façon, vous êtes régulièrement ici. Oui, absolument. Vous étiez là, on s'est rencontrés d'ailleurs lors du Salon du Livre. Oui, au mois de novembre, absolument. Ça, c'est la casquette qui est toute, la dernière casquette de l'écrivain. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, vous avez 2 livres à votre, déjà sur la liste, Marée basse et au-dessus d'Alger, seulement les étoiles. C'est des polars. Ouais. Donc l'écriture, c'est très très tôt. Hein. Oui, c'est une passion qui date comme beaucoup depuis l'enfance en fait. Hein. J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire comme beaucoup, on en raconte plein d'histoires. Et l'écriture, c'était un moyen de mettre ces histoires quelque part. Donc vous avez grandi à Alger. Ouais. De mère enseignante, père enseignant aussi, professeur en droit, qui était aussi à l'ENA. Oui. Et vous avez fait beaucoup de pays aussi. Dublin. Oui, j'ai été amené à beaucoup voyager, depuis que je suis petit, du par le métier de mes parents. Donc j'étais à Alger d'abord, après un peu en France, après en Mauritanie. Et puis après mes études, j'ai vécu à Dublin, New York. Excusez-moi, parce qu'on entend mal, peut-être qu'il faut utiliser le micro. Bon, on est mieux comme ça? Ouais. Je pense, oui. Ouais, à la régie, c'est bon? C'est bon? Normalement, c'est bon, ouais. Oui. Allumez juste le micro, on me dit qu'il faut l'allumer. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, on me dit très bien. Voilà. Oui, donc du fait du métier de mes parents d'abord, j'ai vécu dans pas mal d'endroits, donc d'abord l'Algérie bien sûr. Mauritanie aussi. Un peu en France, après en Mauritanie, absolument, jusqu'au bac. Puis après, quand j'ai étudié en France, puis après j'ai vécu à Dublin, un peu de New York, un peu, après retour un peu en France, après à Singapour, et maintenant Londres depuis un peu plus de 10 ans. C'est une richesse de faire tous ces pays. Oui. Mais à chaque fois, comme vous me l'avez déjà dit, vous portez l'Algérie en vous et toutes ces valeurs algériennes. Oui, d'abord c'est la maison, c'est son chez soi, son jardin, sa famille, son chien, toutes ces choses-là, mais c'est aussi toute une histoire. Et ça nous habite, qu'on le veuille ou non. Vous dites que vous êtes, enfin sur vous, une des spécialités, c'est la technologie financière. C'est quoi exactement? C'est beaucoup de choses. Ça dépend de quoi il y a beaucoup de domaines. Dans quelle partie de la finance on parle. Si on parle de finance de marché, de finance, enfin de tout ce qui est retail. Il y a beaucoup de domaines différents. Alors moi j'ai pas mal bossé dans la partie sur marché financier dans les 10 dernières années. Donc c'est toutes les technologies qui servent à, par exemple, à une époque, vous savez, sur les marchés, on essaie toujours d'essayer de prévoir et de prédire l'avenir. Et donc, toutes les technologies qui peuvent nous aider à prévoir ce qui va se passer. Comprendre le passé pour prédire un peu l'avenir. Et donc, comprendre les données qui sont issues des données passées pour comprendre un peu l'avenir. Si je schématise un peu, c'est beaucoup ça. C'est un sous-domaine. Il y a toutes les technologies qui sont sur tout ce qui est comment finaliser les transactions sur les marchés financiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très laborieuses, très manuelles en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, et donc tout ce qui permet d'automatiser tout ça, mais de manière transparente. On a beaucoup évolué dans ce domaine en Algérie, peu connu peut-être dans les technologies financières. Mais on a quand même oui, il y a une progression. On a encore de la marge, mais il y a pas mal de marge. Mais il y a eu quelques avancées, absolument.
Oui, vous êtes aussi spécialiste en aéronautique. C'est un domaine qui vous passionne. Oui, c'est vrai qu'à la base, je suis ingénieur en aéronautique, ouais, mais l'aviation, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme l'écriture, comme beaucoup de choses. Et ça a toujours été une passion, l'aviation. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis pilote également. Je pilote des petits avions. Je fais de la voltige aérienne. Ouais. Donc, je fais pas mal de choses. Ça, je l'avais vu nulle part. Donc, je m'ennuie pas. Non. Il y a des clubs, en tout cas, ici en Algérie. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui. Il y a Betna. Betna, c'est ça, oui. Il y a Betna, un club aéronautique. Ouais. Vous faites des allers-retours souvent en Algérie pour des conférences aussi? Oui, alors principalement autour de mes livres. Ça m'est arrivé aussi de faire des choses autour de la technologie, et notamment autour des technologies financières. Avec des étudiants algériens. Absolument. Là aussi, il y a à faire ici. Hein. Énormément. Et d'ailleurs, c'était pendant le Covid. On avait fait une conférence en ligne. Et c'était censé pour des étudiants, il devait y avoir une cinquantaine d'étudiants. J'avais ramené des amis d'école. L'une était nigériane, elle travaillait pour le ministère des Finances, c'était le numéro 2 du ministère des Finances au Nigeria. C'était un problème des problèmes de start-up qui est intéressant pour nous. J'avais ramené des entrepreneurs, pas mal de gens que je connais qui sont pas partout dans le monde, sur les marchés émergents. Et on s'attendait à avoir, on pensait avoir 40, 50 d'étudiants. Et en fait, on en avait eu 500. Et on avait été tous très surpris. Et on a parlé beaucoup de fintech, de tout ce qui est technologie financière principalement, et investissement dans le domaine, et ce qui se passait en fait ailleurs. Donc en l'occurrence au Nigeria, en Inde et en Asie du Sud-Est. Donc j'avais ramené des gens qui travaillaient sur ces régions-là pour voir ce qui se passait là-bas et expliquer aux étudiants qu'est-ce qui marche là-bas et qu'est-ce qui peut être intéressant pour nous ici. Justement, en parlant de technologie, d'étudiants, il y a ces 2 dernières années, il y a beaucoup de retours de compétences algériennes établies à l'étranger qui reviennent avec des idées de start-up, de formation. Ils lancent des formations. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici en Algérie, une dynamique qui est sans précédent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement, de tous ces changements, cette ouverture aussi et cette main tendue aussi de l'État vers tous les enfants, tous les enfants plutôt. C'est toujours une bonne chose, mais vous savez, il faut principalement 2 choses. Déjà, il faut un marché et des choses à faire, du potentiel, des ressources humaines, ce qu'on a, je pense. Voilà. Le potentiel est là. Le potentiel est là, mais ça suffit pas. Il faut aussi un cadre législatif. Et ces dernières années, je trouve que ça a pas mal changé au terme de start-up. Voilà. Et il y a, pour moi, toujours dans la partie technologie financière, il y a un très bon exemple dans ce domaine-là, c'est l'Inde. L'Inde, en fait, ils ont un gros marché, ils ont des compétences, c'est une chose, mais ils ont fait tout leur cadre législatif autour des fintech, mais pour ouvrir un maximum et pour permettre beaucoup d'innovation. Et donc du coup ils ont beaucoup innové. Et donc c'est une autre échelle, hein. c'est une autre, mais c'est un exemple. Et puis c'est vraiment une autre échelle. Mais encourager pour faciliter la création de start-up, des choses comme ça, par exemple, ça aide beaucoup. Ouais. Faciliter aussi le retour aussi de toutes ces compétences. Absolument. La porte est ouverte. Est-ce que vous avez quelque chose en perspective, des projets en perspective, Monsieur Benazi? Alors dans plusieurs domaines, déjà dans le domaine de l'écriture forcément, sur ce livre, mais aussi à travers des ateliers d'écriture, c'est dans le très court terme. Souvent dans les salons, je vois pas mal de jeunes gens qui ont envie d'écrire, mais qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce et d'un peu de structure. Et donc voilà, organiser des ateliers d'écriture. Et puis focuser vraiment sur le domaine du polar et du roman d'aventure, ce qui est mon domaine, et je sais que ça intéresse plein de gens. Donc ça c'est une chose. Et puis dans les autres domaines technologiques, à plus à moyen terme, créer des choses ici, absolument. Ouais. Oui, la photo est une autre passion. Ça c'est encore une autre passion. La photo de rue, ce qu'on appelle la photo de rue. Absolument. Donc votre voyage à Dublin, Singapour, aussi. Alors c'est là où j'ai vécu, mais je voyage un peu partout, absolument. Un peu partout. J'ai vu un petit peu à travers les photos. Oui. D'où vient cette passion pour la photo? Pour la photographie, c'est une bonne question. Je ne saurais pas vous dire, ça a toujours été là.
Il y a une quinzaine d'années, mon père faisait de la photo, je pense que ça vient un peu de là. Et j'ai décidé... originaire de Constantine, votre père. De Msila, mais il a étudié à Constantine, ouais. Et, et puis je m'y suis mis, et puis je voyais que ça plaisait pas mal, et puis voilà, j'ai continué. Qu'est-ce qui vous parle dans la photographie? Dans la photographie de rue? Ouais, en fait, ce que j'aime bien, c'est capturer des moments de personnes dans des milieux urbains. Parce qu'il suffit en fait, si vous voulez balader dans un marché, que ce soit ici ou n'importe où dans le monde, par exemple, il se passe énormément de choses. Et il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe, et c'est merveilleux. D'un point de vue image, d'un point de vue aussi littéraire, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont là, et c'est fascinant. Et ça a un lien avec les polars? Peut-être c'est ça aussi? Oui, parce que ça inspire, mais c'est un tout. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il suffit vraiment d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi, et ce qui se passe est merveilleux. Et l'histoire aussi, à travers, d'ailleurs, on retrouve cet intérêt pour l'histoire d'Algérie en particulier, qui vous parle, qui vous donne aussi une force quelque part, et à tous les Algériens. On a une histoire qui est fascinante, qui est très riche, où il y a eu beaucoup de mélanges, beaucoup de brassages, beaucoup de passages, beaucoup d'interactions avec le reste du monde, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, et enfin de beaucoup, mais pas de tous. Qui fait de l'Algérien quelqu'un de particulier. Qui fait quelqu'un de très particulier, qui a des influences qui viennent de partout, et qui a influence. Ouais, et c'est fascinant, en tout cas d'un point de vue littéraire, c'est merveilleux, d'un point de vue romanesque, on peut faire plein de choses. En tout cas, on retrouve cette partie, cet amour pour l'histoire dans vos livres. Je rappelle que on va un petit peu montrer les livres. Donc, c'est le dernier en date. Ça, c'est le dernier, il vient de sortir. Donc, c'est aussi une histoire qui se passe à Alger. Toutes les histoires se passent à Alger? Alors, ça ne se passe pas que à Alger. Non, le point de départ, c'est Alger. Oui. Après, on part à... J'ai vu qu'on partait à travers le monde. Hein. À travers le monde. Le premier commence à Tamanrasset, celui-là commence à Alger, terminé à Alger. Ouais. Marée basse. Oui, celui-là commence à Tamanrasset et se passe un peu partout dans le monde, mais termine aussi à Alger. Ouais. D'autres projets d'écriture? Oui, j'ai commencé les recherches pour le 3e en fait. Ah oui, polar aussi? Oui, en fait je travaille sur une quadrilogie donc ouais. Pour terminer, on parlait tout à l'heure de réseau, de cette diaspora. Le réseau MagTech, qui a 30 ans d'existence, qui regroupe plus de 450 chercheurs à travers le monde, en grande partie, qui font partie, ces chercheurs font partie de la diaspora, ont fêté les 30 ans hier. On va écouter tout de suite le professeur Djeflat Abdelkader, qui est spécialiste en économie de la connaissance, qui nous parle de cet événement qui est important pour ce réseau. On écoute tout de suite. Pour le développement de la science, la technologie, l'innovation et l'économie du savoir dans les pays du Sud, et en particulier dans notre pays, l'Algérie. Il célèbre son 30e anniversaire demain, samedi. Durant cette longue trajectoire, il a réuni beaucoup de chercheurs, de doctorants, même des praticiens, pour réfléchir ensemble comment entreprendre des politiques publiques qui intègrent d'une manière efficace le savoir, la technologie et l'innovation en leur sein pour une croissance durable, une croissance accélérée. Durant toutes ces années, MagTech a été présent sous différentes formes. Il a d'abord formé des chercheurs. Il a accueilli dans ses structures à l'international pas moins de 350 à 400 chercheurs, la plupart venant d'Algérie. Il a également contribué à la diffusion du savoir, puisque produit une vingtaine d'ouvrages et plus de 500 articles dans différentes revues. Il a également accompagné les doctorants, puisqu'on a une soutenance de pas moins de 100 à 150 thèses. Et il a également fait de l'accompagnement des politiques publiques pour l'action. Voilà, c'est
les réseaux qui sont aussi une assise pour relancer l'économie, pour relancer beaucoup de projets. Il y a, pour ce qui concerne MacTech, il va y avoir en 2025 la tenue de la conférence internationale, la deuxième conférence internationale en économie qui va parler de l'économie de la connaissance. Et ça va être aussi un grand événement qui sera organisé à Alger. Voilà. On remercie le professeur Abdelkader Djeflet pour son intervention et on espère le recevoir bientôt dans Jalia.dz. Donc voilà, on arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait confiance. Vous avez parlé d'histoire, on va passer directement dans un moment avec le spécialiste de l'histoire, Hassan Arab, et avec Radia. Merci beaucoup Fella, Monsieur Adib Benazi. Bon vent pour la suite, parce que j'imagine que votre aventure ne fait tout juste que commencer. Alors bon vent pour la suite, on a été ravis de vous recevoir et tout de suite, comme le disait Fella, on ouvre une page d'histoire avec Hassan Arab. Bonjour Hassan. Ça va? Ça va très bien. En forme ce matin? Ouais, la gorge un petit peu enrouée. Bonjour à Samira. Bonjour à tous. Dans un instant, Samira, oui, on inverse les rôles. Normalement, les dames d'abord, mais aujourd'hui, on va déroger à cette tradition. Alors tout de suite, Hassan, on va parler d'un moment très important qui a été un tournant décisif pour justement le destin de l'Algérie et son indépendance. C'était le 11 décembre 1960. Donc nous allons plus précisément évoquer les conséquences du 11 décembre, notamment sur le plan international. Un petit rappel, les manifestations, les glorieuses manifestations du 11 décembre 1960 interviennent dans un contexte un petit peu particulier, celui où se tenait la 15e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a été marquée par l'inscription justement de la question algérienne à l'ordre du jour des travaux de cette session. Et puis le deuxième, c'est l'élargissement. Donc elle a été marquée par l'élargissement du cercle de soutien au peuple algérien à travers le monde pendant cette session. Il y avait plusieurs nations qui ont exprimé leur soutien à la cause algérienne. Donc il y a eu 3 dates après. Donc il y a eu tout d'abord le 14 décembre, c'est l'adoption d'une résolution très importante pour tous les peuples opprimés à l'époque, y compris donc les Algériens. C'est la résolution 1514 qui a été adoptée, comme je l'ai dit, le 14 décembre 1960. Donc c'est la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux. Je vais vous lire juste une phrase. Avec plaisir. Donc cette déclaration consiste à mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Donc c'est clair, cet engagement des Nations Unies, c'est pourquoi j'ai dit il y avait plusieurs États qui ont soutenu cette perspective de la décolonisation. Donc nous sommes à la fin des années 60. Déjà au début des années 60, il y avait plusieurs États africains qui ont négocié. C'était des indépendances négociées. Et puis, dans ce contexte, Farhat Abbas va faire une déclaration, c'était un discours au fait très important, le 16 décembre 1960, c'est-à-dire cette déclaration de Farhat Abbas. Donc il fait un appel, c'était à 13h le 16 décembre, à l'adresse d'abord du peuple algérien. Au peuple algérien, l'appel il a été reproduit le 19 décembre dans El Moujahid. Donc on peut lire, vous avez écrit avec le son de nos martyrs une page glorieuse de notre histoire. C'est à l'adresse du peuple algérien et puis qu'elle appelle par là même à rentrer, à cesser les manifestations. D'ailleurs le peuple algérien a montré sa discipline parce que le 16, les manifestations s'arrêtent. Donc suite à l'appel de Farhat Abbas, pour vous dire qu'ils étaient, quand on dit que le peuple algérien était derrière le Front de Libération Nationale et le GPRA,
c'est pas un mirage, mais c'est une réalité. Ce sont les représentants légaux de ce peuple, du peuple algérien. Légitimes. Puis, dans ce discours, Farhat Abbas a fait également un appel à certains dirigeants, comme Tito, Nasser, certains dirigeants africains à l'époque, pour justement se solidariser davantage avec le peuple algérien. Le lendemain, d'ailleurs, Jamal Abdel Nasser avait dénoncé donc la répression, parce que le 11 décembre a été marqué par des... Tito également a parlé d'un crime abject, parce que c'était pacifique. C'était exactement. Donc, et d'autres dirigeants du monde entier qui se sont également élevés contre les pratiques du système colonial français. Donc le 19, il va y avoir maintenant la résolution qui concerne l'Algérie. C'est cette résolution importante, c'est la résolution 1573. 1573, elle reconnaît, je vais vous lire les 3 points qui ont été adoptés dans le cadre de cette résolution. Alors, la résolution 1573 reconnaît le droit du peuple algérien à la libre détermination et à l'indépendance. Elle reconnaît, deuxièmement, la nécessité impérieuse de garanties adéquates et efficaces pour assurer que le droit de libre détermination sera mis en œuvre avec succès et avec justice sur la base du respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et troisièmement, cette résolution, c'est-à-dire la résolution 1573, reconnut en outre que l'Organisation des Nations Unies a la responsabilité de contribuer à ce que ce droit soit mis en œuvre avec succès et avec justice. Pour vous dire l'engagement à l'époque de l'ONU, et cette résolution est la conséquence directe des manifestations du 11 décembre 1960. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette résolution est toujours d'actualité, elle est toujours utilisée par cette instance internationale. Ah oui, donc la question palestinienne entre dans le cadre de la résolution 1514. La question du Sahara occidental également, c'est des questions de décolonisation. Il faut toujours le souligner. La question palestinienne, parce que aujourd'hui, nous savons, certains commentateurs oublient cet aspect, alors que la question palestinienne, c'est une question de décolonisation, et la question du Sahara occidental également reste une question de décolonisation d'abord. Voilà, en tout cas, vous nous avez permis d'avoir, comment dire, tout un contenu autour d'un chiffre qui revient souvent et qu'on ne connaissait pas vraiment, finalement, hein, Samira. Oui, les manifestations, c'était à Dir el-Mahsoul, c'est ça, elles ont commencé là-bas. Ils ont commencé à Intimouchen, Oran, après Alger. Voilà. Et Alger, Alger, c'était la capitale. Parce que, alors, pourquoi ils ont eu cet impact international? On peut le souligner parce qu'à l'époque, comme il y avait la visite de Gaulle qui voulait imposer sa fameuse troisième voie, donc il était accompagné parce qu'il devait entamer une visite en Algérie. Donc il y avait les représentants de la presse à Alger. Donc c'est pourquoi il y a eu le choix. Tous les grands titres, que ce soit italiens, américains, etc., il y avait donc ils ont couvert les manifestations et ils ont montré exactement le désir du peuple algérien de s'émanciper définitivement du système colonial. C'est ça, donc c'est aussi ce qui a marqué un petit peu. Il n'y avait pas que la presse algérienne, c'est-à-dire l'Al-Moudjahid et quelques relais, etc., amis donc de la communication de la guerre à l'époque, mais il y avait également des médias qui étaient soi-disant neutres. Par exemple, les États-Unis commençaient à l'époque à se désolidariser de la démarche française. Merci beaucoup Hassan pour toutes ces précisions. On est ravis vraiment de découvrir toute cette page importante par rapport à l'implication de la cause algérienne, ou plutôt l'incidence de tous ces acquis de la révolution algérienne par rapport au monde entier. Merci infiniment. Tout de suite, on va ouvrir cette fois-ci une page autour du patrimoine. Donc c'est tout de suite dans Écume et patrimoine avec Samira Hadjamar. Bonjour Samira. Bonjour, rebonjour. 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 Très très intéressant, Hassan Arab. Oui, absolument.
Absolument, comme d'habitude, oui. Hassan. Et donc, ce que tu nous livres aussi comme information, c'est aussi tout intéressant. On va parler d'une colonisation, mais bien antérieure. Il s'agit de l'époque romaine. Mais tout comme on pourrait parler du roi, de Lulius. Normalement, tu dois le connaître, puisqu'il a eu à gouverner Britannica, qui est l'actuelle Grande-Bretagne, qui est, il faut que je me rappelle son nom. Ouais, quand c'est en latin, c'est un peu difficile à prononcer. Mais... oui, voilà. Donc, Tidis. Constantine. Tidis, c'est un nom berbère, c'est un nom d'une ville qui se situe pas très loin de Constantine, entre 20 et 30 km. Elle est entre Constantine et Mila. C'est une castella, c'est-à-dire que Cirta, qui était la capitale de la Numidie, Cirta, oui, Cirta. Oui, c'était la capitale numide. Voilà, qui n'est pas très loin, avait des colonnes, des castellas, et Tidis en faisait partie. Cirta, qui est aussi la capitale de la Numidie, tout comme Tidis était une ville de la Numidie. Et donc les Romains ont choisi de s'installer là-bas. Ils ont décidé, comme pour toutes les cités antiques, de construire une cité autour des thermes, autour d'un forum, avec un arc, avec aussi des sites religieux, des sites dédiés par exemple au culte de la déesse Mitra. Donc c'était au 5e siècle avant notre ère. Tidis aussi, peut-être rappeler que c'est une ville d'abord berbère, c'est-à-dire qu'il y a eu... Parce qu'il y a des survivances, des vestiges qui rappellent un petit peu les croyances de cette époque, avec Tanit et Balamon qui sont représentés avec des inscriptions libyques qui ont été retrouvées. Alors, ces trouvailles, bien sûr, la ville de Tidis a été exhumée dès le début du XXe siècle, entre 1940 et 1973. Donc, l'ancien directeur du musée de Cirta, André Berthier, a fait cette découverte. C'est lui qui a commencé à exhumer le site de Tidis. Le site de Tidis, c'est 40 hectares, mais seulement 7 hectares ont été fouillés. Donc, ont permis la mise à jour. Sont visibles. Voilà, sont visibles. Donc, il y a encore énormément de choses à découvrir. Tidis, c'est un mot berbère qui veut dire flanc. Comme Parce Cirta, que c'est au flanc exactement. Toutes les trouvailles qui ont été faites par Berthier ont été faites, j'ai envie de dire, en montant, voilà, en escaladant la montagne, parce que comme Cirta, comme Constantine, la cité a pris naissance dans un rocher, donc elle a été, j'ai envie de dire, sculptée par ses habitants. C'est l'impression que donne Tidis quand on le visite. Et c'est magnifique parce que ça ne ressemble à aucun autre site. C'est pas plat, c'est en hauteur. C'est en hauteur, c'est près c'est dans les bras du Rumel, c'est dans les flancs du Hrnig, ce qu'on appelle Hrnig. C'est dans la commune de Beni Hamdan. C'est ce que les Constantinois appellent Constantin al-Qadima, donc le vieux Constantine ou la vieille Constantine, parce qu'elle lui ressemble, parce qu'il y a énormément de similitudes. Alors, on reconnaît à Tidis ces poteries. Elles ont été retrouvées. Donc c'est un signe particulier. Il y a des ressemblances avec les poteries de Kabylie. Il y a donc des représentations florales, végétales, mais aussi humaines. On a retrouvé aussi un four, donc on a retrouvé par ailleurs le four à poterie. Il y a plusieurs centres de production là-bas. Exactement. Tout ça, on peut le voir. C'est-à-dire, c'est une très belle destination. C'est une destination à visiter. Le site est, j'ai envie de dire, très bien conservé par rapport à d'autres. C'est pas très loin de Constantine, c'est pas très loin d'Alger. La route est très agréable. C'est en montagne, c'est en pleine nature. C'est un musée à ciel ouvert. C'est atypique, effectivement. Voilà. C'est complètement atypique. C'est atypique, ça. Alors, c'est un site qui est différent de Timgad, par exemple, et de Djmila, qui ne sont pas... Oui, parce qu'il y a une petite distance entre ces deux. Mais c'est un site qui reste peu connu par rapport à ces deux sites. Parce qu'il n'y a pas énormément de visites. Il y a des milliers de visiteurs, mais ils devraient normalement mériter plus de lumière, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un forum, on a des thermes, on a retrouvé une tannerie. Des édifices religieux, on l'a dit, un sanctuaire dédié à Mitra, ce qu'on appelle un atelier de
de lainage, de tissage, voilà, comme il en existe à Pompéi, hein, c'est la même chose. Donc on a retrouvé, alors Tidis, c'est aussi une ville de la préhistoire, hein, parce que on a retrouvé des basinas, des tumulus, il y a des dolmens, il y a énormément de choses à découvrir dans cette région. Voilà, et un complément, c'est le musée de Sirta qui contient la plus belle collection de poterie de ce lieu fabuleux. Exactement. Tidis, très bien conservé, avec des couleurs particulières et un savoir-faire unique. C'était une ville industrielle, entre guillemets, qui a été utilisée comme telle par... il y a eu des installations industrielles, on l'a dit, les fous, tout par ça. les Romains. Exactement. Et peut-être citer le personnage le plus connu dont le tombeau existe. Il a été dédié à sa famille parce qu'il s'est illustré. Il a reçu une épée d'or, une lance d'or, une couronne d'or aussi. Je vais le prononcer correctement. J'espère, Quintus Lullius Urbicus. Voilà, j'ai réussi. Et c'est lui qui a été le roi d'Angleterre, enfin on va dire le légat. Voilà. Et il a été jusqu'à la fin de sa vie préfet de Rome. Il est resté très longtemps. C'est un titre honorifique. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il est né à Tidis. C'est un berbère qui s'est romanisé, qui a eu accès à une instruction militaire et qui a pu évoluer. Mais c'est un Algérien, voilà, qui a un jour gouverné. Je vois deux beaux livres avec vous, exactement. C'est un très beau livre. Tiens, je te le donne, tu me montres. C'est le livre dédié à Constantine. va nous aider certainement. Ou voilà. Donc, dédié à Constantine, Mémoire, patrimoine et passion. Il est très, très beau. Il est en vente, on peut l'acheter. C'est un beau livre. C'est un livre qui a été fait par notre collègue... par nos collègues, donc le photographe Qais Djilali et le journaliste Nouri Nesrouch, qui lui est originaire de Constantine. Hein, donc il a mis tout son cœur et toute sa plume à raconter. Oui, franchement, il y a de très très belles photos. Constantine, c'est la ville des ponts suspendus. Il a mis aussi un point d'honneur à mettre en avant les personnalités de la ville, comme Melek Haddad, bien sûr, Kateb Yassine, qui a fait un passage là-bas, le musée, le palais, voilà, plein de choses. En fait, c'est à découvrir. Samira, donc une belle invitation, voilà. Une belle destination. Tidis, Constantine en l'occurrence. Exactement. Merci beaucoup. Merci Hassan. C'est moi. Et merci à ceux qui sont avec nous. Allez, pour vous récompenser tout de suite, une chanson, elle est signée Shamsou Frika.
Sud, donc algéro-africain, Algérie. L'Algérie est africaine, bien sûr. Mais bien sûr, cette coopération Sud-Sud ne se traduit pas que dans l'artistique. C'est aussi dans d'autres domaines. On en parlera avec nos invités qui viennent de s'installer. Et j'ai nommé Ryan Djeribia ici. Bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes directrice générale de la start-up Kadenkoso. C'est bien ça. Bienvenue. Merci madame. Je me présente. Je suis Ryan Djeribia, diplômée en biologie, cofondatrice et directrice générale de la start-up. Très bien, et toute jeune, pleine d'ambition, tout autant que Dr Moussa Sissoko ici présent, donc qui lui a une autre casquette, à part celle justement d'être cofondateur de cette start-up, toute jeune start-up. Vous êtes président également de l'Association des étudiants africains. On est ravis de vous avoir parmi nous, on est ravis de cette coopération algéro-malienne, je dirais, donc voilà, qui compte aussi beaucoup de pays, donc beaucoup d'adhérents dans cette association. Donc, parlez-nous un petit peu de cette naissance. D'accord. Bon, notre start-up, c'est la première start-up labellisée dans le domaine tourisme médical. Et on va premièrement définir le mot Kadenkoso. Kadenkoso, c'est une langue africaine, ça veut dire la Renaissance. En arabe, c'est Nahda. Et la Renaissance, ça commence par la santé. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de santé, exactement dans le tourisme médical. Très bien. Et n'oubliez pas que l'Algérie, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de l'Afrique. C'est pour ça qu'on a choisi Kadenkoso. Kadenkoso donc, a pour ambition d'offrir une vitrine justement du savoir-faire médical algérien. Ça vous tenait à cœur, docteur? Vous avez peut-être étudié ici, non? Exactement. Bon, je vous remercie pour l'invitation et je suis très heureux d'être là avec ma collègue pour partager cette passion avec vous. Moi, j'ai fait mes études ici. Je suis aussi le président, comme vous l'avez dit, de l'Association des étudiants africains en Algérie. Nous sommes environ 20 000 étudiants subsahariens de plus de 40 nationalités différentes. C'est déjà une richesse. Et en même temps, si on doit parler de notre start-up, comme elle a si bien dit, nous sommes spécialisés dans le domaine du tourisme médical. Et moi, je suis cofondateur, mais aussi le responsable chargé des relations internationales et partenariat Afrique. Donc, nous sommes dans le drainage des malades africains nécessiteux vers le plateau technique algérien. Parce que le plateau technique médical algérien est de haute qualité, mais il y a en quelque sorte l'absence dans ce domaine sur le marché africain, l'absence de l'Algérie ou encore des établissements de soins algériens. Et nous avons, à travers tout ce qui se passe actuellement, à travers les interventions du président de la République algérien, Tebboune, qui axe actuellement beaucoup d'objectifs sur la coopération sud-sud, sur le travail ou la collaboration entre les pays africains et le marché algérien. Donc nous, parmi les axes, il y a l'éducation, il y a l'industrie, le commerce et autres. Nous sommes focalisés sur la santé. Et il y a un grand marché africain concernant le tourisme médical. On a beaucoup d'autres pays qui sont sur le marché africain tels que la Tunisie, la Turquie, la France, l'Allemagne et autres pays dans ce domaine. Et on s'est dit, mais pourquoi pas l'Algérie? Alors que nous avons un plateau technique de haute qualité, d'une haute définition, les compétences, il y en a. Et en même temps, on a la proximité géographique. Oui, absolument. L'accessibilité à l'Algérie est bien. Nous avons plusieurs pays limitrophes africains. Exactement. Et ça crée un portail très intéressant par rapport aux autres régions africaines. Oui. Il y a aussi un travail énorme que les autorités algériennes sont en train d'élaborer et il y a eu des lancements. C'est la création des lignes aériennes entre les capitales subsahariennes et Alger. Donc, quand les vols vont et revenir, donc ça veut dire qu'il faut des passagers. Et nous pensons qu'on peut aussi travailler sur ça. Des tracés routiers qui sont très intéressants, qui ont permis des échanges sur le plan commercial déjà, et qui ont vraiment ouvert des portes très intéressantes vers l'Afrique et inversement vers l'Algérie. Donc justement, vous parliez vous avez fait appel à près de 70 cliniques et aussi 15 établissements d'excellence en Algérie. Ils sont déjà vos partenaires, mais j'imagine que cette liste va s'allonger avec le temps. Oui, bien sûr. Bon, sur le plan
maghrébin et sur le plan méditerranéen. Avec mon collègue Dr Sissoko, on a pensé à drainer ces malades vers l'Algérie. Et justement, on est en train de discuter avec des partenariats au niveau du ministère de Finances, ministère de Santé, au niveau des Affaires étrangères, pour essayer de concrétiser nos objectifs. Et en même temps, pour donner une visibilité des cliniques algériennes par la promotion. Très bien. Sur le marché africain. Très bien. Ça se fait, comme vous disiez, dans d'autres pays du monde qui ont déjà reçu beaucoup de patients en provenance d'Afrique. Et là, ça va être peut-être le moment d'installer l'Algérie dans cette carte, justement, des pays, des meilleures destinations sur le plan médical, n'est-ce pas? C'est ça notre objectif. Nous sommes convaincus que le plateau technique algérien, les établissements de soins algériens, où l'Algérie a les outils nécessaires et la potentialité d'aller sur ce marché. Et en plus, c'est pour ça, à travers notre start-up, nous avons déjà, notre start-up est labellisée par le ministère des start-up. Donc, nous avons eu le label du ministère qui nous a vraiment encouragés et nous a donné encore plus d'espoir sur ce travail. Et nous sommes parmi les premières start-up ici en Algérie dans le domaine de ce tourisme et dans ce secteur-là. Et nous pensons que l'Algérie a tout ce qu'il faut. Et pour pouvoir prendre sa part de ce marché. Et comme je l'ai dit, la qualité, les compétences de la formation. Et en même temps, nous avons mis en place une stratégie. Pour drainer ces patients vers l'Algérie, on a mis en place une plateforme pour promouvoir l'image de marque des cliniques ou encore des établissements de soins algériens. Deuxième côté, nous avons placés dans les pays africains, environ 20 pays africains, nous avons des coordinateurs médicaux. Ces coordinateurs sont des médecins africains qui ont été formés dans l'université algérienne. Donc, ils connaissent le plateau technique algérien, ils connaissent la qualité. Donc, c'est les meilleurs ambassadeurs pour vendre l'image de marque médicale algérienne. Et nous voulons mettre en avant cette excellence de la médecine algérienne, mais aussi que ça puisse être un pilier des relations socio-culturelles, économiques et politiques aussi entre nos pays africains et l'Algérie, et que ça soit bénéfique pour les deux marchés. Et vous qui avez étudié justement l'Algérie, c'est un pays attachant, c'est un peuple attachant, et j'imagine que la question est posée dans les différents pays relais, comme vous venez de citer, sur cette Algérie, on entend parler, on se demande quelle image a ce pays dont on parle beaucoup, et qui est un pays de transition pour les migrants, par exemple. Elle devient de plus en plus positive. Dans le sens où l'Algérie a été toujours ce pays par excellence de l'Afrique. Et en même temps, l'Algérie a contribué énormément à la libération des pays africains, mais aussi à l'émancipation et au développement des différents pays africains. Et cette même dynamique continue aujourd'hui à travers, on vient d'assister à la conférence africaine des startups, qui a regroupé les startups africaines de différents pays ici à Alger pour tisser des liens, mais pour discuter comment collaborer ensemble. Et tout ceci est une politique, une approche du président de la République Tebboune pour essayer de contribuer au développement de l'Afrique. Et ça s'est fait de par les startups, mais aussi à travers la formation. Nous sommes là. Moi, personnellement, je suis un exemple vivant. J'ai fait mes études ici en Algérie jusqu'au doctorat. Et je l'ai dit sur ce même plateau il y a quelque temps, qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui offre une bourse à un jeune africain, qui l'invite chez lui, qui le prend en charge sur le plan restauration gratuitement, hébergement gratuit, la formation à l'université gratuite, et en même temps qui le laisse partir chez lui sans lui demander quoi que ce soit. Donc moi, à part l'Algérie... Et qui lui permet d'exercer dans les différentes structures. C'est ce qui change actuellement, parce que nous permettons, moi et ma collègue, de pouvoir créer une start-up pour essayer de lier les différents pays africains à l'Algérie, et que notre start-up
puissent être aussi cet ambassadeur disons, de l'écosystème algérien sur le marché africain, ça donne beaucoup cette image de la contribution et encore de l'émancipation au développement des pays africains. En tout cas, même s'il y a l'aspect solidaire, même s'il y a l'aspect entraide entre Africains, il y a aussi cette contribution au tourisme chez nous, c'est un tourisme médical que vous valorisez à travers votre plateforme, à travers ce projet innovant, n'est-ce pas? Oui, bon, notre plateforme, on a développé notre plateforme numérique et pour les patients africains peuvent consulter la plateforme et donc c'est ça. Voilà, pour finir, vous êtes content de cette naissance, vous espérez, donc quels sont les objectifs sur le moyen terme et long terme? On est très, sur cette question. Pour l'instant, nous invitons déjà les cliniques algériennes à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions faire gagner ce marché sur le plan, disons, d'une manière significative à l'Algérie de la rentrée des devises, mais aussi dans une continuité et une adéquation. Et comme elle disait tout à l'heure ma collègue, sur le plan touristique, l'Algérie a un paysage énorme, c'est extraordinaire et c'est pas connu en Afrique. Et nous, à travers notre plateforme, on donne visibilité aux cliniques, mais on permet aussi aux patients de venir, de profiter de ces soins et après, à la fin de ces soins, de profiter du paysage touristique algérien, en même temps cette richesse touristique qui n'est pas encore connue en Afrique, et nous voulons rattacher les deux, associer les deux et en même temps faire un travail. Du côté des autorités, on a une possibilité, on a une ouverture et nous lançons cet appel aux cliniques, aux établissements de soins algériens de venir ensemble. On fait ce qu'on appelle cette promotion de l'image de marque algérienne sur le marché africain. Docteur Moussa Sissoko, merci infiniment. Donc j'espère que votre appel trouvera écho. Merci à votre cofondatrice et directrice générale de Kadem Kosso. Il s'agit en l'occurrence de Madame Riane Djeribia. On a été ravis de vous recevoir, Madame la directrice. Merci. Alors on vous souhaite bon vent pour la suite et on espère que toute la réussite à ce nouveau projet qui met en valeur, qui offre une vitrine du savoir-faire algérien médical, donc dans le marché, dans l'écosystème entrepreneurial de manière générale. Merci infiniment et merci à ceux qui étaient avec nous depuis ce matin, à qui on souhaite une excellente fin de journée, une bonne matinée avec la suite de nos programmes et bien sûr on vous retrouvera pour ce qui relève de l'équipe de Bonjour d'Algérie dès demain matin pour le meilleur de l'actualité dans votre magazine préféré Bonjour d'Algérie. On vous aime, on vous souhaite le meilleur